Le webinaire va reprendre avec la deuxième partie donc consacrée à l'action 2 du plan régional santé environnement Nouvelle-Aquitaine. Et je vais passer la parole à notre première intervenante, Delphine Maurice de la DREAL. Delphine, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Bonjour. Je vous passe donc la main pour que vous puissiez présenter vos diapositives et cette introduction. Vous m'avez mis la main du coup pour les diapositives. Ok, on va voir si ça fonctionne. Si vous souhaitez, je peux les passer à votre place. Et on va voir si ça marche. C'est bon. Merci Christelle. Je vous en prie. Donc bonjour à tous. Je suis donc Delphine Maurice. Je travaille à la DREAL, donc à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine, qui est un service de l'État, donc sous l'autorité de préfète de région. Et donc, je suis chef de projet PRSE pour la DREAL. Et donc, je vais vous introduire cette deuxième partie du webinaire qui va vous présenter un certain nombre de résultats de cette action 2 du PRSE. Alors, juste avant de vous décrire le contenu de cette action, juste un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas ou ne se rappelleraient pas en fait du PRSE. Donc, le PRSE, c'est le plan régional santé environnement. C'est un plan qui a été donc signé en juillet 2017 et qui donc court pour 4 ans et qui se terminera donc fin 2021. C'est un plan qui a la particularité d'être piloté par 3 acteurs, par la préfète de région, par le directeur général de l'ARS, mais aussi par le président donc, du conseil régional. Il comporte donc 55 actions, ce qui n'est pas négligeable, avec des actions qui s'adressent à différents types de publics, voilà, des tout petits jusqu'aux plus grands, et sur différents sujets de santé et environnement, dont la thématique des pesticides, et notamment l'exposition donc de la population aux pesticides agricoles. Alors, je refais une petite parenthèse justement pour resituer ce PRSE, parce qu'on va en parler par la suite, on en a parlé aussi auparavant. Lors de la signature du PRSE, donc il y avait vraiment ce besoin fort en fait de construire des actions sur cette réduction des expositions aux pesticides. Voilà, il y avait des affaires, des affaires médiatiques, il y avait beaucoup de préoccupations et des forts enjeux sur le territoire. À l'époque, il n'existait pas de dispositif réglementaire en fait pour encadrer ces expositions des pesticides. Et c'est vrai que depuis, de l'eau a coulé sur les ponts, on pourrait dire, puisque la loi Legalim, en fait, qui a été publiée donc en octobre 2018, a permis d'introduire cette première notion de protection des riverains par rapport à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et l'élaboration de chartes départementales dont on va parler tout à l'heure. Voilà. Néanmoins, cette action du PRSE, voilà, elle a été initiée bien avant effectivement cette loi, et elle a encore aujourd'hui effectivement toute sa légitimité. Il y a encore des besoins forts, comme on l'a vu, puisque effectivement la loi n'encadre pas tout, et le PRSE justement est là pour aller bien au-delà des aspects réglementaires. Alors, cette action, en quoi elle consiste? 2 sous-actions. Une première sous-action qui consiste à recenser les initiatives locales, donc en matière de réduction des expositions aux pesticides agricoles, et qui consiste en fait à construire une base de données de recensement de ces initiatives qui, en fin de PRSE, sera partagée avec tous les acteurs régionaux. Deuxième sous-action dont on va plus parler effectivement tout à l'heure, enfin maintenant, c'est l'accompagnement des initiatives locales, l'accompagnement d'acteurs locaux pour réduire l'exposition de la population aux pesticides agricoles. Alors, si la diapo suivante veut bien avancer, voilà. Alors, cette deuxième sous-action, en quoi consiste-t-elle? Alors, on va dire qu'elle peut se dérouler de 3 façons différentes. Alors, il y a un accompagnement qui est plus un soutien financier, sous forme d'appel à projet, donc lancé donc, par la DREAL. On a lancé un premier appel à projet en 2019. Ça a donc permis d'apporter un soutien financier à 3 acteurs régionaux qui ont des profils et des origines géographiques différents. Donc la communauté de communes de l'Estuaire, qui est située en Gironde et qui a pu témoigner de son action en fait lors du webinaire PRSE du 30 novembre dernier,
Et deux autres acteurs, donc le CISDO à Bordeaux et le syndicat de l'AOP Pomme du Limousin, qui vont dans quelques minutes justement vous présenter leur action et leur état d'avancement. Alors ensuite, outre l'aspect accompagnement financier, il y a aussi un accompagnement plus individuel auprès des lauréats des appels à projets, mais également de tout porteur de projet en fait qui a signé un contrat local de santé, donc là on pense effectivement plus aux collectivités territoriales, ou un plan alimentaire territorial. Donc là, ça pourrait être accompagné sur des études, sur la rédaction d'un cahier des charges, etc. Et puis, il y a d'autres accompagnements donc, qui sont prévus dans cette action, qui sont individuels ou collectifs. Alors, collectif, c'est plus effectivement de la mise en réseau, de partage. C'est l'exemple d'aujourd'hui, c'est cette co-organisation et co-animation effectivement du webinaire auquel vous assistez, et des accompagnements individuels auprès d'autres acteurs. Donc, par exemple, l'accompagnement de Madame Mathilde Hermelin-Burnol de l'Université de Poitiers, qui travaille donc qui a débuté des travaux sur une thèse en géographie et qui va vous présenter justement les tout premiers résultats. Vraiment, c'est les tout premiers résultats parce qu'elle en est vraiment quand même au tout début. Donc, qui a bénéficié de l'accompagnement en fait du consultant, donc qui est en soutien, qui est en appui Atmo pour la mise en œuvre de cette action du PRSE, et dont les travaux vont nous permettre justement d'alimenter, nous, notre travail de recensement des initiatives locales. Alors, comme son travail qu'elle va vous présenter, c'est justement le regard des riverains par rapport à tous ces enjeux territoriaux sur l'utilisation, l'exposition aux produits pharmaceutiques. Donc, ce regard des riverains au-delà des chartes départementales, qui est aujourd'hui le premier dispositif réglementaire qui existe. Voilà, on avait voulu quand même précéder sa présentation d'une présentation des chartes départementales, donc voilà, le déroulement, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est. Donc là, c'est Karine Tagliamonte de la Chambre d'agriculture, de la Chambre régionale d'agriculture, qui va vous faire cette présentation. Alors, bien qu'on soit effectivement que là, on soit dans l'action 2, bon, je rappelle effectivement le dispositif des chartes est un outil réglementaire. Néanmoins, voilà, comme il s'articule avec les actions du PRSE, bien sûr, comme toutes les actions réglementaires, il nous semble nécessaire de vous réexpliquer ou de vous rappeler en quoi consistent ces chartes. Et voilà. Donc, je laisse la parole maintenant à Karine Tagliamonte pour la suite, et puis les autres intervenants qui vont vous présenter les résultats des actions du PRSE. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Karine Tagliamonte, responsable de l'équipe Ecophyto à la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, je vais effectivement vous présenter rapidement en fait l'élaboration de ces chartes riverains en Nouvelle-Aquitaine. Alors, je vérifie si j'ai la main pour le diaporama. Oui, vous l'avez, mais si vous le souhaitez, je peux passer les diapositives. Alors, pour l'instant, ça ne déroule pas, mais... Je peux le faire pour vous si vous le souhaitez. Alors, est-ce que c'est moi qui l'ai fait passer là? Normalement, c'est bon. Alors, donc effectivement, comme cela a été rappelé précédemment, donc ces chartes riverains, c'est bien un dispositif réglementaire qui ne s'inscrit pas directement dans le cadre du PRSE, mais qui effectivement est un cadre et un socle un petit peu général. Et juste en préalable également, donc moi je vais vous faire un petit focus sur ces chartes riverains qui ont été mis en place en 2020. Sachant bien sûr en préalable, on peut citer qu'il y avait également d'autres chartes riverains qui avaient été mis en place précédemment, notamment la charte Pomme du Limousin pour la région Nouvelle-Aquitaine, signée en mars 2017 suite à une grande phase de concertation, ou également d'autres chartes de bon voisinage qui abordaient pas uniquement le sujet des produits phytosanitaires, mais voilà, plus largement sur des nuisances sonores, olfactives. Donc pour dire qu'effectivement, la nécessité de bien vivre ensemble et de s'accorder autour de chartes d'engagement réciproque date de bien avant ce cadre réglementaire. Donc, si je reviens aux chartes riverains, donc c'est un dispositif qui est encadré par un contexte réglementaire donc qui date de 2018. Donc, comme il a été dit précédemment, c'est lors de la loi Egalim, donc dans le cadre des États généraux de l'alimentation. Donc, l'article 83 prévoit en fait la mise en place de ces chartes d'engagement départementales des utilisateurs. S'ensuit ensuite un certain nombre de rapports, avis et arrêts, donc à la fois des inspections générales, CGAER, CGEDD, un avis de l'ANSES sur les mesures de protection des riverains et un arrêt du Conseil d'État en juin 2019, donc qui demande au gouvernement de prévoir de renforcer ces mesures de protection pour les riverains vis-à-vis de l'usage des produits phytosanitaires.
Au courant de l'été 2019, un certain nombre d'initiatives locales aussi qui ont été prises par des maires avec des arrêtés qui donc apportaient des distances réglementaires vis-à-vis de l'usage de ces produits phytosanitaires qui ensuite ont été déboutés par le Conseil d'État, mais qui ont eu quand même un écho médiatique et au niveau de la société civile assez important. En septembre 2019, il y a eu une consultation publique, donc là sur les projets de texte pris en application de la loi Egalim, avec, on va dire, une contribution assez forte. On arrivait à près de 50 000 commentaires et contributions, à la fois de la part du milieu agricole, mais également beaucoup plus largement des riverains et de la population. En décembre 2019, un avis de l'ANSES, donc là sur l'efficacité de tout ce qui est dispositif de réduction de la dérive et une annonce du dispositif final. Et donc les textes sont sortis donc le 27 décembre 2019 avec une mise en application immédiate vu qu'il est rentré en vigueur dès le 1er janvier 2020. Donc voilà, c'était juste pour tracer un petit peu l'historique de la mise en place de ce dispositif. Et donc l'architecture de ces textes sortis le 27 décembre repose à la fois sur un décret donc qui fixe le contenu de ces chartes riverains et l'ensemble des modalités de son élaboration, et également un arrêté donc qui fixe de nouvelles ZNT, donc des zones de non-traitement qui concernent les zones d'habitation. Donc pour mémoire, précédemment, on avait déjà des ZNT cours d'eau, également des ZNT pour les établissements qui accueillent les personnes vulnérables, donc les crèches, maisons de retraite, écoles, etc. Alors, concernant les déploiements de ces chartes riverains en Nouvelle-Aquitaine, donc comme je l'ai dit, effectivement, c'est un dispositif qui est vraiment très normé. Donc c'est une organisation représentative de l'agriculture, donc principalement les chambres d'agriculture, mais également les syndicats agricoles, donc qui ont lancé ce dispositif dès le début d'année 2020, avec la rédaction d'un projet de charte qui s'est fait dans le cadre d'un comité de concertation plus ou moins élargi. Ensuite, ces projets de charte, ils ont été soumis à une concertation publique, à une phase de concertation publique obligatoire de minimum 1 mois, mais la plupart ont duré finalement plus longtemps pour pouvoir permettre de mieux communiquer et d'avoir un petit peu plus de contributions. Et donc, une fois la consultation terminée, il y a toute une phase de synthèse et d'analyse, de révision de la charte. Et ensuite, cette charte, elle est soumise au préfet, qui a ensuite 2 mois, soit pour la valider en l'état, soit pour revoir différentes modalités ou éléments de ces chartes avec les parties prenantes. Donc, un élément important, ces chartes, elles ont un périmètre départemental. Donc, voilà, une échelle importante qui concerne toutes les filières et elles doivent comporter à minima des modalités d'information des résidents. Donc, information sur la production du département, les cycles de végétation, les types de traitement, les périodes concernées également. Elle précise les distances de sécurité, également des mesures qui apportent des garanties équivalentes en cas de réduction. Tout ce qui concerne les modalités de dialogue et de conciliation, ça c'est vraiment le point clé de ces chartes riverains entre les utilisateurs et les habitants concernés. Elle précise également les modalités de son élaboration et de sa diffusion. Et elle présente également la synthèse de la phase de consultation. Et donc l'association départementale des maires ainsi que les maires des communes concertées ont fait partie intégrante des acteurs de la concertation, sachant que bien souvent les maires se retrouvent voilà, souvent les médiateurs de cette situation quand on est à une échelle beaucoup plus locale. Alors concernant, les distances minimales, donc tout à l'heure je parlais de zones de non-traitement. Donc le cadre réglementaire, en fait, il a introduit de nouvelles ZNT, zones d'habitation, donc par rapport aux habitations à proximité des parcelles agricoles. Donc ces ZNT, elles sont de 20 mètres pour les produits les plus dangereux. Donc là, on retrouve essentiellement les produits CMR1 et les substances actives considérées comme potentiellement perturbateurs endocriniens. Et également pour les autres produits phytopharmaceutiques, donc hors bien sûr les produits utilisables en agriculture biologique, les produits de biocontrôle et les substances de base pour lesquelles il n'y a pas de distance obligatoire. Pour les autres produits phyto, on retrouve 10 mètres de distance ZNT pour l'arboriculture, la viticulture, arbres, forêts, petits fruits et cultures ornementales, et 5 mètres pour les autres cultures, notamment pour les grandes cultures. Et donc avec une possibilité introduite dans le cadre réglementaire de réduire ces ZNT avec la mise en place de chartes départementales et avec une obligation d'utiliser un matériel antidérive dont la performance a été évaluée par l'ANSES. Donc ça a été cité tout à l'heure par Damien, avec une liste en fait de matériel qui est mis à jour très régulièrement et qui permet voilà, du coup de bien prendre en compte également toutes les expérimentations et tests qui sont faits sur le matériel. Donc on retrouve tout ce qui est pulvérisation confinée, tout ce qui est également buse antidérive. Et par contre, toutes les barrières physiques type haie
ou filets ne sont aujourd'hui pas validés et reconnus par l'ANSES, mais comme je le dis, c'est des listes évolutives qui peuvent être élargies par d'autres types de matériel ou par d'autres dispositifs une fois que les tests ont été validés. Alors, si je reviens à la Nouvelle-Aquitaine, focus sur notre région. Donc le processus, il a été enclenché dans tous les départements, donc dès le début d'année 2020. À ce jour, il y a 10 chartes qui ont été validées, à ce jour et mises en ligne sur les sites de la préfecture. Donc sur les 12 départements, 10 ont vu leur charte validée, après avoir suivi l'ensemble du processus et donc 2 chartes, ont engagé le processus, donc qui concernent les départements de la Dordogne et de la Haute-Vienne et donc là, elles ont été soumises au préfet et donc là, elles sont en attente, et en échange entre les rédacteurs des chartes et le préfet, avant signature et validation. Donc le processus de concertation publique, il a démarré au printemps via essentiellement des enquêtes en ligne, du fait de la situation sanitaire qui a quand même fortement compliqué cette démarche de concertation publique. Il y a eu un relais dans la presse régionale et locale, donc dans Sud-Ouest, la montagne en fonction bien sûr des départements et dans la presse agricole, Le Sillon, l'Avenir Aquitain, l'Horizon agricole, également via les réseaux sociaux des chambres d'agriculture, fortement relayés sur les différents outils Twitter, Facebook et par les partenaires signataires, donc les organisations professionnelles agricoles, l'association des maires pour pouvoir relayer, faire la promotion du dispositif et surtout inciter à répondre à la consultation. Des réunions publiques ont également été organisées. Donc, ça a été le cas de la Dordogne qui avait choisi de démarrer par des phases de réunions publiques pour enclencher le dispositif, ce qui explique qu'aujourd'hui, effectivement, ils sont un petit peu en retard par rapport aux autres départements sur la signature et la validation. Mais c'est vrai que malheureusement, avec le confinement mis en place au mois de mars, cette phase de réunion au niveau des maires et des communautés de communes, elle a été un petit peu stoppée. On était aussi dans un contexte électoral avec des élections municipales qui n'ont pas facilité la mise en place de ces réunions, mais pour la plupart, ça a été prévu dans un deuxième temps, une fois la charte validée. Et donc en termes d'avis et de contributions, donc c'est très variable d'un département à l'autre, d'une soixantaine de contributions, remarques, et commentaires sur les chartes après 2000, notamment en Gironde. Voilà, sachant que les enjeux autour de ces chartes riverains, sont fortement contrastés d'un département à l'autre, avec, des zones, effectivement de parcelles agricoles jouxtant les habitations qui sont plus ou moins présentes, en fonction des départements. Donc voilà, juste quelques petits exemples pour illustrer. Là, l'objectif, c'est pas de vous présenter toutes les chartes. Ça vous sera envoyé dans un second temps suite au webinaire avec la possibilité d'aller consulter, l'ensemble des chartes validées ou en projet, également avec des personnes référentes, dans chacun des départements, notamment dans les chambres d'agriculture, voilà, pour, répondre à vos différentes questions et mieux connaître le contenu de ces différentes chartes. Alors le terme exact, effectivement, c'est la charte d'engagement des utilisateurs pour les usages agricoles, mais on est plutôt sur des chartes de bien vivre ensemble, des chartes de bon voisinage. L'objectif, c'est bien sûr effectivement de renouer le dialogue et de faciliter la communication entre les agriculteurs et les riverains. Et donc voilà, pour terminer, avant de laisser la parole à Mathilde, voilà les suites de ces chartes. Donc la signature de ces chartes, c'est vraiment une étape. Ces chartes, elles sont vivantes. Comme je vous l'ai dit, le contexte réglementaire était fortement contraint. Donc des textes sortis le 27 décembre avec une application au 1er janvier et un contexte voilà, de l'année 2020 qui n'a pas forcément été évident pour faciliter cette phase de concertation et de communication entre les différents parties. Le plus important, effectivement, c'est la mise en place de comités de suivi, de comités de pilotage, également de cellules de dialogue départementales, avec différents groupes de travail dédiés à des sujets à creuser dans chaque département. Une communication auprès des agriculteurs pour qu'ils aient bien connaissance du contenu de ces chartes, mais également des riverains et du grand public qui s'intéressent de plus en plus à ces différentes questions. Et d'un point de vue, on va dire plutôt agricole, l'intégration de ces nouvelles zones de non-traitement, à la fois dans le conseil et les itinéraires techniques, avec de la conversion, de l'utilisation de produits de biocontrôle pour pouvoir intégrer ce dispositif. Et également, un point important, des ponts à consolider entre ces chartes et les autres actions menées par filière pour réduire l'usage des produits phyto. Tout à l'heure, Philippe a cité différents collectifs, les réseaux défis, les groupes 30 000, également les GI2E. Donc là, qui travaillent plutôt par filière, parce que c'est vrai que ces chartes, elles ont vraiment un périmètre départemental toute filière. Donc l'idée, c'est bien maintenant de faire le lien et le pont avec ces différents dispositifs. Également, on peut citer VitiRêve pour la filière Viti à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, avec des LIT, donc des laboratoires territoriaux qui permettent de faire le pont avec ces
ces différents sujets dans le cadre de ces chartes. Je vais maintenant passer la parole à Mathilde, donc avec son regard de géographe et de doctorante sur ce sujet, pour élargir un petit peu la discussion au strict point de vue réglementaire. Et ensuite, on pourra bien sûr répondre à toutes vos questions. Alors, bonjour à tous. Je m'excuse d'avance si jamais vous entendez beaucoup de bruit. J'ai la rue juste à proximité, il y a pas mal de circulation en ce moment. Alors, j'effectue actuellement une thèse à l'Université de Poitiers, financée par un contrat doctoral de l'Université de Poitiers, qui porte justement sur cette question de l'utilisation des produits phytosanitaires. Plus particulièrement, je m'intéresse aux aménagements qui vont être mis en place pour répondre à la fois aux demandes des agriculteurs et des riverains, et j'ai pris en compte les mesures réglementaires récentes sur les ZNT et les chartes riverains. Si jamais vous voulez en savoir plus ou me contacter là-dessus, n'hésitez pas à m'adresser un mail. J'y répondrai avec plaisir. Alors, avant de revenir dans le détail sur ce qui était existant, je voulais détailler un petit peu sur comment est-ce qu'on pouvait définir les riverains. Aujourd'hui, les riverains, en particulier dans les ZNT, sont définis uniquement comme les résidents qui sont limitrophes aux parcelles agricoles. Typiquement, ça va être les voisins qui vont être entre 0 et 20 mètres. Vous avez bien vu par rapport aux distances des exploitations. Déjà, au moment de la mise en place des chartes, quand on a regardé les personnes qui étaient consultées, l'appel avait été ouvert aux habitants des communes et des départements parce que les personnes qui rédigeaient ça savaient très bien qu'il y a des personnes plus générales qui sont concernées par ça, qui émettent certaines inquiétudes, et donc il y avait besoin de recueillir des avis qui dépassaient le simple voisin à 5 mètres des exploitations. Et un point qui me paraît très important dans mon travail de recherche, c'est la question des promeneurs. Les promeneurs, ils sont mentionnés au niveau européen dans le règlement de 2009, qui en fait est à la base des réglementations françaises qui ont été adoptées sur la question. Et on a des promeneurs qui sont de plus en plus fréquents sur les espaces agricoles, en particulier dans les zones périurbaines, dans les espaces de vignobles, et qui pour le moment ne sont pas concernés par ces mesures réglementaires. Ces promeneurs, ça va être des activités de chasse, de cueillette, des choses vraiment habituelles dans les espaces de proximité avec des zones agricoles. Le problème, c'est que ces promeneurs, ils sont assez difficiles à identifier. Ce ne sont pas forcément les voisins des agriculteurs. Parfois, ils peuvent résider à plusieurs dizaines de mètres et pourtant, ils peuvent contacter des autorités pour s'inquiéter ou émettre des avis sur les pratiques des agriculteurs. Et le quatrième point sur lequel je voulais insister sur les riverains, c'est les associations qui permettent d'identifier des riverains, avoir une sorte de porte-parole et porter parfois certaines revendications. Donc en fait, on a ici une pluralité de la définition des riverains en fonction de ce qui va être pris en compte d'un point de vue réglementaire, et aussi une forte difficulté pour les agriculteurs et les personnes travaillant dans le monde agricole à identifier clairement qui sont ces riverains et réussir à communiquer avec eux. Alors là, je vous présente mes premières hypothèses issues de mon tout premier travail de terrain, donc ça va peut-être être repris dans les prochaines années, mais je voulais faire le point avec vous là-dessus. Les citations exposées, elles sont issues de la consultation qui a été menée dans le cadre de la mise en place de la Charte de la Vienne. Donc c'est des extraits de paroles de riverains que je voulais reprendre ici pour bien vous souligner les caractéristiques importantes des demandes des riverains. Il y a un point qui me semble important et qui est parfois un petit peu oublié, c'est que pour les riverains, c'est très difficile d'identifier une personne avec qui communiquer. Parfois, ils adressent leurs demandes au maire, à la chambre d'agriculture, c'est particulièrement le cas dans la Vienne, où parfois ce ne sont pas les agriculteurs qui ont les demandes, mais ça passe directement par la chambre. Et je l'ai bien vu dans ces témoignages de riverains. Par exemple, je me pose des questions auxquelles personne ne m'a répondu. Cette question est complexe, vous l'avez vu dès ce matin, avec les questions de l'exposition, les distances qui sont très difficiles à identifier. Et donc les riverains, eux aussi, sont parfois extrêmement perdus sur ces questions-là. Les demandes qui sont adressées aux agriculteurs et aux personnes du monde agricole, c'est souvent des demandes d'information sur les pratiques agricoles. Les informations peuvent être très différentes. Ça peut être tout simplement savoir quand est-ce que les traitements vont avoir lieu pour pouvoir organiser la vie quotidienne. Ça peut être des informations très précises sur les horaires, les dates des traitements, ou au contraire des informations générales pour savoir à quelle période de l'année les traitements vont avoir lieu. Ça peut être aussi des demandes d'informations sur les types de produits qui vont être utilisés. C'est souvent le cas quand on va avoir des riverains qui connaissent un petit peu le fonctionnement des produits phytosanitaires. Ils vont parfois demander est-ce que des CMR vont être utilisés, est-ce que des perturbateurs endocriniens vont être utilisés. Ce type de demande, généralement, il va être lié à la présence d'associations locales qui ont construit une petite expertise sur la question et qui vont adresser des demandes un petit peu plus précises.
Et on peut aussi avoir des demandes, cette fois, d'adaptation des pratiques agricoles. C'est particulièrement le cas en Haute-Gironde de l'association Alerte Pesticides Haute-Gironde qui a demandé un arrêt des CMR, donc des produits qu'ils estimaient les plus dangereux, à proximité des riverains. Donc c'est pour ça que c'est une question qui est complexe parce qu'il y a une variété de demandes qui va être très très liée aux situations. Quand on va être en viticulture, on va avoir des problématiques totalement différentes que sur de la grande culture. En fonction du fonctionnement des exploitations, les agriculteurs vont être faciles ou très difficiles à identifier. C'est pas tout le temps eux qui vont faire les traitements phytosanitaires. Je voulais revenir ici sur les dispositifs utilisés pour communiquer autour de ces questions. Dans le cadre des chartes, il est prévu la mise en place d'un comité de suivi qui justement permettrait d'avoir une personne plus facilement identifiée pour les riverains qui pourrait répondre à ces demandes et avoir l'expertise pour ces questions qui parfois peuvent être un petit peu complexes. Et je voulais revenir avec ce que j'ai mis en gras, un système qui me paraissait assez intéressant, qui est mis en place à l'UCHIAL, donc c'est le vignoble qui est en lien avec Bordeaux Sciences Agro, qui a mis en place un système de drapeau. Ce système, il est issu d'une réunion avec des riverains, et une riveraine a proposé de mettre un système de drapeau comme à la plage pour faciliter l'identification des traitements. Quand le drapeau est vert, comme vous le voyez sur l'image, ça veut dire que les riverains peuvent circuler sans problème sur l'exploitation. Quand le drapeau est orange, ça veut dire qu'il y a un traitement qui a eu lieu et qu'il y a un délai de réentrée, donc l'accès aux cultures est fortement déconseillé. Et quand il y a un drapeau rouge, c'est tout simplement que le traitement est en cours et donc qu'on essaye d'interdire l'accès à l'exploitation. Ce que je trouve intéressant avec ce système, c'est qu'il prend en compte les riverains promeneurs que je vous avais évoqués, qui sont parfois difficiles à toucher pour les agriculteurs. Ces drapeaux, ils sont mis juste à l'entrée de l'exploitation au niveau du château, et il y a de l'information qui est délivrée aux riverains sur le fait que s'ils veulent savoir quand les traitements ont lieu, ils ont simplement à se référer à ce système de drapeau. À côté de cet outil particulier qui est lié à une situation où on a plusieurs dizaines de riverains à proximité de l'exploitation, et pour l'agriculteur, c'est plus simple pour lui de communiquer de cette manière-là que d'aller individuellement voir chaque personne qui habite à proximité de son exploitation. Il y a aussi des outils numériques qui se développent de plus en plus à l'échelle de nos territoires. Je ne vais pas développer plus là-dessus parce que vous allez avoir un exemple beaucoup plus concret par la suite. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas forcément besoin d'une application, juste une liste de mails, par exemple, ou des numéros des riverains, dans le cas où ils sont très peu nombreux, peut permettre de faire passer l'information. Et l'autre point sur lequel je voulais finir, c'est que malgré tous ces outils un petit peu innovants, techniques, ce qui me semble encore le plus efficace, c'est la communication directe qui permet très rapidement de désamorcer les peurs qu'il peut avoir et de rendre la communication beaucoup plus facile. Mais cette communication directe, elle n'est pas forcément facile dans tous les cas, c'est pour ça qu'il y a des solutions alternatives que je vous ai proposées. Voilà, je crois que j'ai tenu mon temps. Merci beaucoup à vous deux pour ces présentations croisées sur la perception des habitants et les chartes riverains. Je vais demander à Jean-Luc Faure ou à Philippe Blondeau de me rejoindre pour un temps de questions-réponses. Je te rejoins, Christelle, avec effectivement les 10 minutes de questions là, sur cette partie-là qui sont moins nombreuses que pour la première séquence, hein, mais on a quand même quelques questions sur les chartes riverains. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une question pour Karine par rapport à la signature des chartes. Il y a une question qui est de dire comment un riverain peut-il savoir si les voisins agriculteurs ont signé la charte riverain ou pas? Alors effectivement, donc ces chartes, elles ont été signées par, c'est pour ça que je vous ai montré pour illustrer l'exemple de la Gironde et de la Creuse pour voir un petit peu qui a signé les chartes. Donc c'est plutôt les représentants des différentes instances professionnelles agricoles, bien sûr le préfet et l'association des maires. Et après, effectivement, ces chartes, elles ont été communiquées et diffusées à l'ensemble des agriculteurs des départements concernés. Effectivement, réglementairement, l'agriculteur doit avoir en possession la charte. Ça fait partie également des conditions pour pouvoir réduire les distances avec bien sûr le matériel adéquat dans le cadre des
Donc, le riverain, pour savoir si l'agriculteur a en sa possession la charte, effectivement, c'est pas forcément une communication qui est évidente. Là, je reviens plutôt effectivement à la communication directe qui était préconisée par Mathilde et qui paraît aussi une notion un petit peu de bon sens. Mais effectivement, à ce jour, il n'est pas prévu de lister les agriculteurs qui ont pris connaissance et qui disposent de la charte. Mais en tout cas, tous les moyens sont mis, notamment par les chambres départementales d'agriculture, pour que les agriculteurs aient bien pleinement connaissance de tout ce qui figure au sein de ces chartes départementales. D'accord, très bien. Merci. Alors, nous avons une question qui concerne l'action numéro 2 du PRSE. On nous demande pourquoi la troisième action, boîte à outils pédagogique, était-elle barrée sur la diapositive? Alors là, je pense que c'est Delphine Maurice de l'Adréal qui pourra y répondre, puisqu'il s'agit d'une diapositive qu'elle a présentée. Delphine? Oui. Alors oui, effectivement, alors ce n'est pas une erreur, effectivement, la diapositive enfin l'action était barrée. Alors j'ai pas insisté dessus parce que, comme vous savez, le temps est compté pour ce webinaire. Alors effectivement, initialement, cette action 2 du PRSE, il y avait 3 sous-actions, et donc il y avait la sous-action numéro 3 qui était donc une boîte à outils. Donc une boîte à outils sur le sujet des pesticides, donc de manière globale, donc c'est-à-dire produits phytopharmaceutiques et biocides, et pour différents types d'acteurs. Alors en fait, comme vous le savez, dans le cadre du PRSE, on a un suivi précis et détaillé de l'avancement de chacune des actions, et donc on fait un bilan annuel. Donc à la fin de l'année 2019, on a fait le bilan sur l'ensemble des actions, donc y compris sur l'action 2 du PRSE, et donc on s'est aperçu que l'action 2.3 en fait n'avait pas avancé, n'avait pas progressé, et on en était toujours un petit peu à cette phase de qu'est-ce qu'on va mettre dans cette boîte à outils, à qui elle s'adresse, quels sont les différents types d'acteurs, etc. Donc ça semblait vraiment très complexe, parce qu'il y a entre les sujets biocides et produits phytopharmaceutiques, les différents types d'acteurs, agriculteurs, collectivités, associations, etc. Voilà. Donc la tâche était quand même assez immense, et à la moitié du plan, étant donné l'avancement d'autres actions, on a jugé plus pertinent, à travers une décision du comité stratégique, qui est vraiment l'instance décisionnaire en fait du PRSE sur les grandes décisions à prendre, de fermer cette mesure. Parce qu'elle n'était pas assez mature. Il n'y avait pas eu assez de réflexion. Néanmoins, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a des outils de substitution, entre guillemets, qui existent. Justement, la loi Egalim, avec l'introduction des chartes départementales, ensuite les textes de décembre 2019, notamment l'arrêté de décembre 2019, avec l'introduction des zones non traitées. Donc, il y a quand même tout un dispositif réglementaire qui a été mis en place depuis. Et dans le cadre du PRSE, par contre, pour les besoins en fait du consultant, qui est de Sébastien Léonard, qui va s'exprimer aussi tout à l'heure, pour ses besoins lui-même de recenser les initiatives locales et d'accompagner les acteurs, lui-même, il s'est constitué, on va dire, une petite boîte à outils progressive avec les différents textes réglementaires qu'on a cités, etc. Et donc, l'objectif, c'est, en fin de PRSE, que cette petite boîte à outils qu'il s'est constituée, en fait, soit partagée avec tous les acteurs. Voilà, donc on n'a pas atteint les objectifs forcément qu'on souhaitait, mais voilà, on y a contribué. Voilà. D'où la croix sur la mesure. Merci Delphine. Une autre question, toujours sur les chartes, qui est sur la modification. Est-ce que les réflexions du comité de suivi peuvent amener à des modifications du contenu de la charte? Alors oui, tout à fait. Oui, c'est prévu. Alors il y a quand même tout un cadre réglementaire, c'est pour ça que je l'ai quand même présenté un peu en préambule. C'est vrai que ces chartes, elles sont assez normées avec, on va dire un tronc commun, national, réglementaire. Mais par contre, ces chartes, elles peuvent évoluer, et d'ailleurs, c'est le cas de plusieurs chartes dans les départements, notamment, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, qui prévoient une actualisation d'ici la fin de l'année. Parce que c'est vrai que, je l'ai dit, le contexte sanitaire n'a pas forcément été propice ni à la concertation, ni à des réunions publiques pour pouvoir, enrichir et vraiment amender ces chartes au fur et à mesure. Donc il est prévu effectivement que ces chartes, elles soient révisées régulièrement pour prendre en compte, déjà les nouveaux dispositifs réglementaires, et pouvoir, apporter des éléments complémentaires en fonction de ce qui pourrait être proposé au niveau plus local ou communauté de communes, par exemple. Peut-être en complément de cette question, c'est les contrôles qui sont mis en place pour évaluer le respect des chartes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu?
Alors, les contrôles qui sont prévus, alors effectivement, l'utilisation des produits phytosanitaires est déjà fortement encadrée au-delà de ces chartes riverains qui ont été mis en place cette année. Donc, les contrôles, ils sont réalisés par l'OFB, par la DRAF également. Et donc, ces contrôles, bien sûr, incluent aujourd'hui le respect de ces distances réglementaires. Donc, avec une vérification du cahier de traitement, des parcelles qui ont été traitées et vérification également des produits qui ont été utilisés, parce qu'on a vu en fonction des phrases de risque, les distances ne sont pas les mêmes. C'est vrai que Mathilde avait souligné un point important. Souvent, quand il y a un pulvérisateur qui passe, on ne sait pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on parle de produits de biocontrôle, par exemple, qui peuvent jouxter l'habitation, le riverain n'est pas forcément au courant de ce qu'il y a effectivement dans l'appareil au moment du traitement. Et donc, il y a bien sûr tout un canevas réglementaire et des contrôles qui sont réalisés pour permettre de vérifier effectivement que ces chartes elles sont bien respectées et que les distances sont bien respectées par les agriculteurs avec tout le système de traçabilité et qui est de traitement qui sont tenus par les agriculteurs et suivis également par leurs conseillers. Merci Karine pour ces précisions. Je pense qu'on va arrêter là sur les questions. Je voulais juste, avant de passer la parole à Sylvia Labec du CISDO, noter un retour d'expérience qui nous est fait à travers les questions. Je voulais vous en faire part. Un retour d'expérience en Alsace, où on nous dit qu'il y a un système de drapeau qui a été expérimenté dans la banlieue de Strasbourg, mais que cela a posé d'autres problèmes et que ça a plutôt créé la panique dans le quartier. Bon, retour plutôt négatif. Et puis un retour plus positif qui indique qu'il y a eu de belles initiatives, donc toujours, si je comprends bien, dans la région Grand Est, de belles initiatives lors de la fête des voisins où des agriculteurs ont invité leurs voisins. Donc, je vais maintenant, après ce temps de questions-réponses, donc remercier Mathilde Hermelin-Burnol et Karine Tagliamonte et passer la parole à Sylvia Labec, donc directrice du CISDO. Bonjour Sylvia, je vous donne la main sur la souris. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, je vais tester. Oui, c'est très bien. Parfait. Bonjour, oui, donc Sylvia Labec, je dirige le CISDO, un syndicat du SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise. Le SCOT est un schéma de cohérence territoriale qui dresse à l'horizon 2030 les politiques publiques portées par les collectivités. Le CISDO, donc le syndicat, c'est un EPCI qui est formé de 94 communes, donc Bordeaux Métropole et 7 comités de communes autour, qui représente un vaste territoire et qui couvre donc 170 000 hectares et près d'1 million d'habitants. Donc le syndicat du SCOT, c'est un établissement qui d'aménagement du territoire. Et donc nous avons dans ce cadre-là répondu à 2 appels à projets concernant l'aménagement des lisières viticoles pour réduire l'exposition aux pesticides des populations. Et comme ça a été précisé, les populations, c'est à la fois les habitants, les usagers d'équipements, les promeneurs, les touristes, etc. Voilà. Donc, l'aménagement des lisières viticoles, l'intérêt de cette démarche qui se veut vraiment une démarche territoriale et très territorialisée, cette démarche territoriale, elle répond à un double intérêt. En fait, le premier intérêt, c'est la combinaison d'objectifs croisés qui sont donc engagés, qui apparaissent là sur la diapositive. C'est à la fois, donc, comme je viens de le dire, la réduction des expositions aux pesticides, la prévention des conflits d'usage, la préservation de la biodiversité et la restauration des continuités écologiques, c'est ce qui est porté par les espaces viticoles, l'amélioration des pratiques agro-viticoles et toute l'évolution précisément de ces pratiques, l'amélioration de la qualité de l'air et la qualité de l'eau, et la valorisation des paysages et du cadre de vie urbain. Donc, on voit qu'on brasse un nombre d'objectifs importants et il faut réussir la combinaison, l'assemblage de ces objectifs croisés. Et puis, le deuxième intérêt de cette démarche, c'est que c'est à la fois donc 2 appels à projets VitiRêve, qui est une démarche portée par Nouvelle-Aquitaine
pour faire évoluer, pour réduire drastiquement l'utilisation des pesticides, et le PRSE, donc, qui est le volet santé-environnement. Donc, on est bien à la croisée d'un volet santé-urbanisme et environnement et un volet aménagement. Donc, nous avons engagé cette démarche fin 2019 sur 10 sites d'expérimentation qui ont été donc engagés en 2019. Nous avons pu poursuivre les travaux malgré les conditions un peu particulières en 2020 et nous engageons un deuxième appel à candidature pour des nouveaux sites projets, pour une dizaine de nouveaux sites en 2021. La méthodologie, c'est un peu vite, pardon. Voilà, la méthodologie qui est engagée, elle est vraiment croisée à la fois sur les enjeux urbains et les enjeux sociétaux, les pratiques, les enjeux liés aux pratiques viticoles et d'économie durable, et les enjeux de santé humaine et environnementale. Donc, un travail très fin a été engagé sur les 10 sites d'expérimentation qui couvrent les secteurs viticoles du Médoc, des Graves et d'Entre-deux-Mers, donc des situations viticoles très différentes. Et par le croisement de ces enjeux, on définit une stratégie opérationnelle site par site. Et sur cette base, on co-construit de façon partenariale un plan d'action, une boîte à outils opérationnelle, un programme d'action, et donc au travers d'ateliers projets qu'on a engagés sur les sites donc des grands secteurs. Et dès qu'on sortira du confinement, on pourra, donc on espère en début 2021, pouvoir lancer les ateliers projets site par site pour travailler sur de façon partenariale, hein, je vais le souligner, puisqu'on a associé, bien sûr, au-delà de l'Adréal, d'Atmo, de la Nouvelle-Aquitaine, du département, tous les partenaires professionnels qui sont donc tous les partenaires professionnels de la viticulture, mais également la SAFER, également la Chambre d'agriculture, la LGVB, le CIVB, le Conservatoire d'espaces naturels. Et en atelier, projet, site par site, on associe tous les viticulteurs, les ODG qui les représentent, les habitants, les élus, les maires qui sont directement impliqués et qui sont vraiment partie prenante du projet, et les associations également. Quelques exemples pour vous. Voilà, quelques exemples d'outils et moyens d'action, puisqu'on a travaillé également sur la constitution de cette boîte à outils, parce qu'on veut vraiment organiser les ateliers projets en se dotant, en proposant des outils à chacune des situations, puisque c'est vraiment un travail de sur-mesure, situation par situation, et en connaissant, sur la base d'un socle de connaissances précises, des questions environnementales qui se posent, des questions de santé qui se posent, des questions d'évolution également des pratiques agricoles, notamment au travers des certifications, et des évolutions urbaines, soit sur certains secteurs de la densification prévue dans les PLU, soit de nouvelles constructions. Voilà. Donc c'est vraiment un travail de traitement des deux côtés de la lisière, le côté viticole et le côté urbain. Donc, sur les différents cas, s'agissant de la conversion et de la diversification agricole, on est dans des cas où il y a une poursuite de l'exploitation sur les parcelles de vignes limitrophes des parcelles urbanisées, ou dans certains cas, un arrêt de l'exploitation des parcelles des vignes limitrophes, parce qu'on connaît la situation économique très difficile sur la viticulture aujourd'hui, et il y a donc des arrêts d'exploitation. Donc là, selon le cas, si on a une ZNT mise en place ou pas, selon qu'on a des vignes arrachées ou pas, le point principal, c'est qu'on maintient la vocation agricole des parcelles, et on peut travailler dans ce cas-là sur la réversibilité. On tient compte bien sûr des certifications environnementales qui sont engagées par les viticulteurs, hein, les certifications bio, les certifications HVE, et on évolue également l'introduction de l'agroforesterie. Autre point, c'est la restauration des connexions écologiques, parce que ça, c'est très important pour travailler à plus grande échelle, hein, au-delà des parcelles identifiées, c'est travailler sur des connexions écologiques plus larges pour construire un vrai réseau écologique multifonctionnel. Et puis, nous travaillons sur, c'est un peu long,
apparaître. Voilà. Nous travaillons également sur la plantation des haies, en intégrant des nouveaux éléments à la fois réglementaires qui interviennent et puis des éléments un peu plus contextuels, notamment par le plan de relance qui va vraiment accompagner la plantation de haies. Et puis nous travaillons également sur les questions de compensation carbone et de label bas carbone, notamment par le biais de boisement sur certaines parcelles, lorsque les vignes sont arrachées, ou de mise en place de bandes enherbées qui contribuent à la captation carbone de façon tout à fait intéressante. Ensuite, nous travaillons sur la mise en place d'une trame verte du quotidien pour ces interfaces, parce qu'on voit qu'avec l'urgence sanitaire et la prise en compte du changement climatique, eh bien, la notion de trame verte et bleue, elle évolue, et la place de la nature au plus près des zones urbaines et des espaces vécus au quotidien par les habitants, cette importance, elle est grandissante. Et donc, on travaille aussi à la constitution d'une trame verte du quotidien par rapport à ces interfaces, et ce qui permet de dégager de nouveaux espaces d'aménité, de nouvelles vocations urbaines, et puis de travailler sur des nouveaux espaces à vocation d'agriculture urbaine, de proximité, de production d'énergie et de forêts urbaines également de proximité. Voilà, on est dans un contexte vraiment du point de vue de la place de la nature en zone urbaine et du paysage, voilà, qui évolue très sensiblement aujourd'hui par rapport à cette crise sanitaire et cette crise climatique que l'on vit au quotidien. Et voilà, ça fait partie des préoccupations que l'on porte dans le cadre de ce projet. Voilà. En conclusion, je dirais que c'est un projet passionnant, difficile, mais passionnant, et qui repose surtout, dont la réussite repose sur l'adhésion à ce projet, et surtout l'association de toutes les parties prenantes pour trouver les réponses les plus adaptées. Et voilà, comme je vous dis, du sur-mesure pour apporter les solutions les plus adaptées. Voilà, je crois que je suis à votre disposition pour répondre à des questions plus en détail si vous le souhaitez. Merci Madame Labec pour votre présentation. Le temps de questions-réponses viendra dans un second temps après la présentation du projet du syndicat de défense de l'AOP Pomme du Limousin. Là maintenant, nous allons passer sur un troisième sondage. J'appelle Jean-Luc sur la scène pour organiser ce troisième sondage. Bon, troisième et dernier sondage. Alors là, ça va être un sondage un peu plus binaire, puisqu'il s'agira de répondre par oui ou par non. Et voilà donc le sondage qui est lancé. Est-ce que, avant ce webinaire, vous aviez pris connaissance de la charte riverain ou des travaux qui étaient engagés sur votre département? Donc voir si on est, alors le oui a l'air d'avancer, mais on voit que il y a quand même un certain nombre de personnes qui n'étaient pas en connaissance de ces points. Donc, bon, je pense que là, une grosse majorité a répondu. Donc, on va pouvoir le fermer et puis vous donner le résultat. Donc, si on partage les résultats du sondage, voilà un petit peu le résultat des courses. Si Karine veut apporter un petit commentaire, puisqu'elle nous a présenté les chartes. Oui, alors c'est vrai que c'était une question, réponse binaire, et ça permet de dégager un premier constat. Alors, réponse un peu contrastée. On est quand même à une majorité effectivement de personnes ici présentes qui avaient pris connaissance de ces travaux. On est à 62% contre 38% pour le non. Alors c'est vrai qu'on peut rappeler que c'est un dispositif qui est quand même récent, dispositif réglementaire qui date de même pas une année, et sachant que les premières chartes qui ont été validées en Nouvelle-Aquitaine datent de fin juin, et il y en a encore la toute dernière en Lot-et-Garonne a été validée assez récemment. Donc on est sur un dispositif effectivement qui gagne à être connu. Alors moi, j'ai pas pu détailler l'ensemble des 12 chartes ou projets de charte pour la région Nouvelle-Aquitaine, mais en complément des présentations que vous allez recevoir à l'issue du webinaire, vous allez également pouvoir avoir un document de présentation global du
dispositif, et également un lien pour aller consulter, télécharger l'ensemble de ces chartes ou projets de chartes, et avec bien souvent un contact départemental, notamment dans les chambres départementales d'agriculture. Voilà, c'est comme je l'ai dit, hein, ces chartes, ce sont des étapes dans ce dialogue à renouer et cette nécessité de mieux vivre ensemble et de mieux partager le territoire. Donc voilà, par rapport quand même une majorité, alors on est aussi sur un public qui est un peu plus intéressé à ces questions, je pense que la moyenne de la population française. Donc en tout cas, on vous invite à communiquer, à relayer ces éléments. L'objectif, c'est vraiment qu'à l'issue de ces chartes, il y ait tout un processus de concertation et de communication qui permettent d'arriver à l'objectif de ces chartes, qui est quand même de mieux vivre ensemble sur le territoire. Merci Karine. Christelle, on ne t'entend pas. Excusez-moi, le micro était coupé. Je remercie Karine et j'étais en train de dire que maintenant nous allions pouvoir passer la parole à Agnès Donzo et Fabrice Micouro qui vont nous présenter le projet du syndicat de défense de l'AOP Pomme Limousin, projet qui a été, comme c'était le cas pour le projet du CISO, lauréat de l'appel à projet de l'ADREAL 2019. Ah, c'est bon. Alors, donc bonjour à tous. Je ne sais pas si on va peut-être se mettre tous les deux, même si on enlève, on a essayé de garder nos distances. Donc, alors bonjour à tous. Donc je suis Agnès Donzo, donc directrice du syndicat de défense de l'AOP Pomme du Limousin, donc qui a pour mission de défendre les intérêts des producteurs, de gérer le cahier des charges de l'AOP Pomme du Limousin et d'en faire sa promotion. Donc, je vais vous présenter le projet donc, qui a été déposé par le syndicat dans le cadre de la mesure 2.2 du PRSE Nouvelle-Aquitaine, et je passerai ensuite la parole donc, à Fabrice Micouro, donc, qui est porte-parole de l'association ALASAC-ONJF et qui du coup pourra conclure ma présentation et également vous apporter le point de vue des riverains sur ce projet. Donc, ce projet donc, consiste en des mesures très concrètes, notamment de mise en place de dispositifs d'information des usagers du territoire sur les risques d'exposition aux produits phytosanitaires donc dans la zone de production de l'AOP Pomme du Limousin. Donc, cette zone de production de l'AOP s'étend sur 4 départements, donc sur 100 communes de 4 départements, donc les 3 départements de l'ex-région Limousin ainsi que le nord Dordogne. Et donc, la filière compte 190 producteurs qui produisent à peu près 90 000 tonnes de pommes par an. Et à noter, donc sur 2300 hectares, donc on n'est pas tout à fait dans la même dimension que le projet que l'on a vu précédemment, donc 2300 hectares de vergers, et surtout à noter que c'est donc la seule pomme en France à bénéficier d'une AOP. Donc ce projet s'inscrit dans le prolongement de la charte pomicole dont on a parlé tout à l'heure, donc la charte intitulée pour une arboriculture pomme du Limousin, mieux intégrée à son environnement, donc qui a été signée en mars 2017 donc par des représentants professionnels, mais également des représentants des associations de riverains, des associations de médecins, phytovictimes et également des représentants des élus. Et c'est vraiment, ce sont tous ces signataires qui ont porté ensemble donc le projet que je vais vous présenter, donc pour un budget global de 39 650 € qui a été financé à 100% par l'ADREAL. Donc, ce projet a plusieurs objectifs. Donc, le premier étant de renouer le dialogue avec les producteurs et les riverains et donc d'apaiser les tensions sur le territoire. Le deuxième étant de prévenir l'apparition, d'anticiper l'apparition de conflits entre les producteurs et les riverains donc liés à l'utilisation de produits phytosanitaires. Et ce, en répondant donc à une attente forte de la part des riverains portant sur le droit à l'information préalable au traitement. Et enfin, de répondre par des mesures concrètes aux préconisations du décret du 27 décembre 2019, donc qui portait notamment sur les modalités d'information des résidents et des personnes présentes à proximité de zones traitées. Donc la première action, donc pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, donc la première action de ce projet donc, consiste en la mise en place d'une application mobile intitulée PhytoAlerte. Donc c'est une application qui est gratuite, qui est accessible à tous, simplement par téléchargement, qui est très facile d'utilisation avec un accès sécurisé donc, pour les producteurs et qui est disponible en version iOS et Android.
Et donc, c'est une application qui est basée sur un portail, enfin, sur un outil cartographique qui recense donc toutes les parcelles de verger des producteurs. Et c'est pour cela aussi, on le verra plus tard, qu'il a fallu demander à chaque producteur de signer une autorisation de transmission des données donc par rapport au RGPD. Et c'est vrai que cette année, notamment dans le contexte actuel, ça a été un petit peu plus compliqué que ça n'aurait dû l'être en année normale. Donc, le principe de cette application est relativement simple. Donc, il y a 3 accès. Un accès pour l'arboriculteur, un accès pour le riverain et un accès pour le randonneur. Donc là, on voit bien que c'est une application qui touche vraiment tous les publics. Enfin, on a essayé voilà, de faire en sorte que cette application touche tous les publics. Donc, l'arboriculteur, lui, simplement, donc, il déclare ses traitements en cours ou à venir. Donc, lors de sa première connexion, donc il doit s'authentifier avec un identifiant et un mot de passe. Et ensuite, lors de chaque connexion, ces parcelles apparaissent directement et donc il peut déclarer ses traitements. Et donc, lorsqu'il a déclaré ses traitements, les parcelles donc, apparaissent avec un drapeau qui passe du rouge au orange puis au jaune, selon le laps de temps écoulé depuis le début du traitement. Et au-delà de 48 heures, le drapeau disparaît. Et je disais tout à l'heure également qu'il peut programmer ses traitements. Donc, il a aussi la possibilité, il a une fonctionnalité pour planifier donc, ses traitements plusieurs jours à l'avance. Pour ce qui est du riverain et du randonneur, donc qui ont quasiment les mêmes, qui disposent à peu près des mêmes fonctionnalités. Donc, ils peuvent être informés des traitements par notification. S'ils ont donc activé un bouton, donc le petit bouton que l'on voit en haut, suivi, et à ce moment-là, donc, ils sont informés donc, des traitements qui sont en cours à proximité du lieu où ils se trouvent, et ils peuvent également signaler des traitements qui n'ont pas encore été déclarés par les producteurs. Et dans ce cas précis, donc, il y a un petit pictogramme que l'on voit là, avec le bonhomme, le bras levé, qui apparaît. Et ces signalements sont notifiés aux autres riverains donc, qui ont demandé à recevoir cette notification lorsqu'il y a 2 autres personnes au moins qui ont confirmé ce signalement. Donc, la deuxième action, c'est l'implantation de manches à air. Alors, suite à notre charte comicole en 2017, donc, il y avait déjà eu 3 manches à air qui avaient été implantées sur l'ensemble de la zone. Donc, des manches à air qui avaient été financées par la DRAF. Et donc ces manches à air étaient implantées à titre expérimental. Et dans la mesure où le bilan finalement est relativement positif, il n'y a pas eu de conflit qui soit apparu suite à l'implantation de ces 3 manches à air. Donc, il a été décidé, donc au niveau du comité de suivi de notre charte comicole, il a été décidé de développer, de généraliser l'implantation de ces manches à air sur l'ensemble de la zone de production. Donc, ce projet a permis de financer l'acquisition de 33 nouvelles manches à air qui seront prochainement installées. Donc, ces manches à air sont considérées comme étant vraiment des juges de paix et ont vraiment pour objectif de rassurer les riverains donc, qui sont présents ou qui passent à proximité des vergers donc, avec cette manche à air. Et voilà, je disais que tout se passe relativement bien sur le territoire. Sachant aussi donc, que chaque manche à air est complétée par un petit panneau donc, explicatif que vous avez à droite, qui donc explique, qui présente le fonctionnement de la manche à air et surtout indique aussi comment lire la vitesse du vent, puisque c'est l'objectif aussi de cette manche à air, sachant donc que les traitements ne sont pas autorisés lorsque la manche à air est élevée, enfin est inclinée avec un angle de plus de 45 degrés, auquel cas donc on est à plus de 19 km/h, donc la réglementation interdit tout traitement dans ce cas-là. Bien sûr, on ne tient pas compte des rafales de vent qui peuvent survenir sur certains moments du traitement. Donc ensuite, si on peut faire un petit bilan de ce projet donc à fin 2020. Donc c'est un projet qui a été initié fin 2019, mais qui a vraiment pris toute sa mesure en 2020. Alors dans un contexte quand même très particulier. Donc avec une application mobile qui a été mise en place, donc opérationnelle fin mars 2020. Et donc à ce jour, donc sur les 190 producteurs donc, que compose la filière, 62% donc, ont signé cette fameuse autorisation annuelle dont je vous parlais pour la transmission donc, de leurs données qui sont ensuite cryptées.
Et donc, seules ces personnes-là peuvent télécharger l'application et déclarer les traitements. Et sur ces producteurs qui ont signé cette autorisation, donc il y a un tiers d'entre eux qui utilisent l'application PhytoAlert, dont plus de 70% de façon régulière. Donc, à chaque traitement, ils déclarent leurs interventions. Donc, c'est vrai que c'est un chiffre qui peut être amélioré, mais qui, je pense, pour une première année, est déjà très, très intéressant, sachant effectivement que la sensibilisation des producteurs ne s'est pas faite comme on aurait souhaité qu'elle le soit, dans la mesure où il n'y a pas eu de réunion physique. Donc, c'est vrai que s'il était beaucoup plus difficile de vraiment sensibiliser l'ensemble des producteurs. Donc, ça, c'est un point que l'on va renforcer dès le printemps 2021. À ce jour, donc, on a pu recenser aussi, enfin, à fin novembre, 736 téléchargements, que ce soit sur Android ou sur iOS. Donc là aussi, ces téléchargements intègrent à la fois les producteurs et professionnels, mais également les riverains ou tout autre public intéressé. Donc c'est aussi un chiffre très, très encourageant. Pour ce qui est de l'application mobile, donc dans les perspectives de l'année prochaine, donc on prévoit pour développer encore l'utilisation de cette application une campagne de communication dès le printemps 2021. Donc ça devrait renforcer encore nos chiffres. Pour ce qui est des manches à air, donc comme je le disais, donc on a acheté donc 33 manches à air qui seront donc qui pour l'instant sont stockées et seront implantées donc là aussi avant le démarrage des traitements, donc au premier trimestre 2021. Voilà ce que je peux dire sur ce projet. Et donc maintenant, je vais vous laisser la parole donc à Fabrice pour conclure cette intervention. Et donc je vous remercie de votre attention. Oui, bonjour à tous. Donc, Fabrice Micro, je suis porte-parole d'une association qui s'appelle ALSA-CONGEF, le Fonds pour la Nature et les Générations Futures. Association qui représente les riverains, notamment de cette zone AOP, comme vous qu'Agnès vous a décrit. Voilà. En préambule, je veux vous dire que je me reconnais parfaitement dans la définition de riverain qui a été donnée par Mathilde. Et puis par les interrogations qui sont soulevées, qui sont régulièrement soulevées au niveau des riverains, c'est-à-dire quelque part ces informations qui portent sur le droit ou l'attente d'informations par rapport au traitement, par rapport à cette période précise des traitements qui sont effectués. Donc, je ne vais pas vous faire l'historique des relations. Vous voyez que je suis dans les bureaux de l'AOP Pommes-du-Limousin, ce qui est plutôt bon signe de voir des représentants de producteurs, utilisateurs de produits phytosanitaires et riverains ensemble. Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, mais le message que je voudrais faire passer, c'est que justement, au travers d'une concertation, dès lors qu'elle est sincère, que chacun est à l'écoute de l'autre dans le respect, il y a toujours des solutions à mettre en place pour une mieux vivre ensemble, pour une meilleure entente. Et c'est ce qui se passe actuellement en Limousin. Alors, encore une fois, ça n'a pas toujours été le cas. Il nous est arrivé de nous parler à la part des tribunaux, malheureusement. C'était un regret, bien sûr, mais ça a été un passage. Alors, je ne dis pas que c'est un passage obligatoire. Il faut justement éviter cela au travers des concertations. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce travail de charte et qu'on a répondu ensemble à cet appel à projet. Donc aujourd'hui, en Corrèze, c'est un petit peu particulier puisque finalement, on se retrouve avec la charte arboricole qui se retrouve elle-même dans la charte départementale. Voilà. Donc, je ne veux pas m'étendre sur les chartes départementales et me concentrer sur la charte arboricole du Limousin, qui pour moi est une réussite, ne serait-ce que dans la méthode de travail qui s'est faite, encore une fois, dans la concertation et dans le respect réciproque. Voilà. Donc tout ça, ça nous a conduit à répondre à cet appel à projet, qui est pour nous un petit peu l'aboutissement de 10 ans, de travail ensemble. Il y avait une première tentative de charte en 2010-2011 qui avait été un échec par manque de concertation, je pense. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on a créé ce dialogue et on a abouti à ces solutions qui nous ont été présentées par Agnès, à savoir la mise en place de cette application qui répond à une attente particulièrement forte des riverains, portant simplement sur le fait d'être informé. Je pense que le fait d'être informé préalablement au traitement est particulièrement important parce que ça nous permet à nous, riverains, de prendre quelques mesures de précaution
pour limiter notre exposition. On sait pertinemment que ça ne fuit pas sur les quantités de pesticides utilisés ou de produits phytosanitaires, mais ça nous permet au moins d'une part de prendre quelques mesures de précaution basiques, simples, et au moins d'avoir un sentiment de respect, on va dire, au travers de cette information qui, pendant très longtemps, a été refusée. Donc aujourd'hui, le système de phyto-alerte qui a été mis en place, c'est un système qui répond aux attentes de chacun. D'une part, des arboriculteurs, je regarde Agnès en disant ça, mais d'une part des arboriculteurs parce que c'est un moyen simple, presque ludique d'utilisation, c'est-à-dire qu'en 2 ou 3 clics, l'arboriculteur peut prévenir l'ensemble des personnes qui sont intéressées pour recevoir cette information. C'est sans contrainte pour lui. On avait envisagé il y a quelques années la mise en place de drapeaux, comme on a pu le voir, la mise en place de panneaux ou d'envoi par SMS, mais on s'est très rapidement rendu compte que c'était assez chronophage, c'était assez compliqué, qu'il y avait des risques d'erreur, etc., etc. Donc la solution technique qui est apportée aujourd'hui, c'est le fruit de presque 10 ans de réflexion, et le test qui a pu être fait cette année, puisque c'était une année test, on va dire, est plus que concluant. Il est plus que concluant. Il soulève des évolutions, des questions d'évolution. Certains riverains demandent à ce qu'il y ait une précision faite sur les produits utilisés. Certains arboriculteurs le demandent aussi, puisque dans de très nombreux cas, ils utilisent des produits qui sont des produits de biocontrôle. Donc, cette application, elle peut évoluer par une distinction des traitements qui sont effectués. Et je pense que là aussi, c'est une attente qui est, vous voyez, partagée, aussi bien par certains arboriculteurs que certains riverains. Et donc, c'est une proposition qu'on fera d'évolution de cette application. Voilà. Donc, toujours est-il que cette application, aujourd'hui, elle ne règle pas tous les problèmes, mais en tout cas, elle permet de ramener de la concorde, puisqu'elle elle symbolise un petit peu ce dialogue qu'il y a entre arboriculteurs et riverains. Voilà. Quant aux manches à herbe, je pense que vous avez compris le système de fonctionnement. Là aussi, ça a été testé, et comme le rappelait Agnès, ça a été décrit par les autorités, par les autorités, la DDT, les autorités préfectorales, comme un juge de paix. C'est-à-dire un juge de paix, pourquoi? Parce que il permet, là encore, d'apporter une réponse à une question qui était: est-ce que mon voisin qui est arboriculteur, utilisateur de phytosanitaires, est-ce qu'il peut traiter ou pas en fonction de la force du loi? Là, la réponse, elle est apportée aux riverains, mais c'est aussi une indication intéressante pour l'arboriculteur qui, tout le temps de son traitement, peut jeter un œil sur cette manche à herbe et au final s'adapter aux indications de la manche à herbe. Donc voilà. Donc, cet appel à projet, pour nous, il a été très important parce qu'on avait ces idées sous le coude depuis de nombreuses années. Ça nous a été pour nous l'occasion de les réaliser, de les mettre sur le terrain et de constater au bout d'un an que c'est particulièrement efficace et que ça permet, ça s'inscrit dans ce travail des chartes, de ramener la concorde un petit peu dans nos campagnes. Et je pense qu'on en est un petit peu ce symbole. Voilà. Voilà. Après, on peut répondre à toutes les questions et continuer pendant des heures et des heures sur ce sujet qui nous passionne. Merci beaucoup Agnès Zonzo et Fabrice Moukouro pour votre présentation qui, on le voit là, commence à susciter des questions. Jean-Luc, est-ce que… Je pense qu'effectivement, il y a des questions qui viennent aussi sur les chartes, puisque on est un peu à cheval sur les témoignages et les chartes. Alors, pour revenir peut-être sur les questions des chartes, c'est une question sur les permis de construire qui sont proposés. Est-ce que on tient compte effectivement au niveau de la construction, des ouvertures qui sont faites dans les maisons à construire et autres? Peut-être une réponse que Karine peut apporter. Oui, alors pour revenir là sur les chartes riverains départementales, effectivement, donc on parle de chartes d'engagement des utilisateurs. Il y a également des engagements réciproques. Et au niveau des maires, il y a également des engagements, par exemple, de pas construire d'habitation avec des zones tampons, par exemple, de 5, 10 ou 20 mètres, pour effectivement que d'un côté comme de l'autre, chacun puisse être entendu et que côté effectivement permis de construire, par exemple, il y ait des mesures qui soient prises pour éviter que ce soit à l'agriculteur de devoir décaler effectivement sa zone de production.
Je vois merci, pardon, Karine. Je vois une question qui, si je ne me trompe pas, Jean-Luc pourra me confirmer, mais une question qui doit concerner le CISDO, Madame Labec. On nous demande qui peut candidater pour proposer de nouveaux sites d'expérimentation. Comment faut-il procéder? Alors, en fait, nous associons directement les maires, d'abord, qui sont le relais, en fait, des projets, des viticulteurs ou voilà, ou des situations un peu particulières qui sont qui se présentent. En fait, nous avons sur le syndicat du SCOT 25 000 hectares de vignes, enfin de terroirs viticoles, et nous couvrons 80 communes viticoles. Donc, l'objectif de VitiRêve, hein, qui est un projet ambitieux porté par Nouvelle-Aquitaine, en gros, c'est c'est un projet qui porte sur un long terme, hein, 5 voire 8 ans, 8-10 ans. On commence par 10 sites et tous les ans, on rajoute 10 sites. Mais on travaille à l'échelle d'une commune viticole par identification des plateaux viticoles qui peuvent concerner plusieurs viticulteurs, en fait. Donc, quand on parle d'un site, c'est souvent c'est un site viticole sur une commune. Des fois, c'est 2 communes parce qu'il y a des plateaux viticoles qui sont à cheval sur 2 communes. Donc là, on prend 2 communes. On a en gros 10 sites et nous allons lancer dès janvier 2021 l'appel à candidature, mais par le biais des communes ou par le biais de la profession viticole, hein, c'est-à-dire FGVB, CIVB ou les ODG pour présenter les viticulteurs. Mais après, voilà, le contact direct avec le CISDO est tout à fait envisageable. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait me contacter voilà, pour qu'on puisse échanger sur une proposition. Merci pour votre réponse. Pardon, Jean-Luc. Pardon, je voulais juste ajouter quelque chose suite à la réponse que vient de me faire Sylvia Labec, qui proposait qu'on puisse la contacter en direct. On nous a demandé dans les questions comment avoir les coordonnées des différents intervenants. Donc, je me permets d'y répondre maintenant. Les coordonnées seront indiquées les coordonnées sont indiquées dans les présentations qu'on va vous envoyer par mail après le webinaire. Donc, vous aurez toutes les adresses mail des intervenants qui sont intervenus ce matin. Voilà, vous pouvez joindre donc mon adresse mail et mon téléphone portable. Très bien. Très bien. Bon, alors, je reviens toujours sur des questions, je pense au Syndo, c'est par rapport au partenariat. Alors, il y a des partenaires qui sont évoqués au niveau des anciens viticulteurs ou des viticulteurs non professionnels qui peuvent avoir une activité d'entretien de production de vignes. Est-ce qu'ils sont associés? Et aussi une question sur les associations qui sont dans le comité de suivi du Syndo. Oui, alors on a plusieurs étages en fait d'associations. On a un étage voilà, où on associe tous les partenaires institutionnels, hein, comme j'ai cité, donc la région, le département, l'ADREA, l'ATMO, la SAFER, le Conservatoire d'espaces naturels, etc., la FGVB, CIVB, enfin tous les partenaires, toutes les parties prenantes. Et après, quand on travaille sur les ateliers de projet, là, on travaille vraiment de façon très localisée. Donc, on associe les maires, bien sûr, et les adjoints concernés, qui désignent les représentants, les collectifs d'habitants ou les habitants directement quand le maire l'accepte, enfin le souhaite, et les viticulteurs concernés. C'est-à-dire, on a identifié sur chacun des sites, dans tous les travaux techniques de préalable que l'on a réalisés, toutes les lisières à enjeu. Et donc, on a les contacts des viticulteurs directement concernés par ces lisières viticoles urbaines. Et donc, ces viticulteurs sont associés, seront associés parce qu'on n'a pas encore, on attend le déconfinement pour mettre en place ces ateliers, mais tous les viticulteurs seront associés précisément pour apporter les réponses les plus adaptées aux situations, que ce soit du point de vue de l'évolution économique de l'entreprise viticole, que ce soit de l'évolution des pratiques, s'il y a des certifications HPE, bio, etc., qui interviennent ou qui vont intervenir,
et des évolutions également des tissus urbains en limite de ces zones viticoles. Donc, ils seront associés. Là, on travaille aussi avec les ODG, qui sont les organismes qui les représentent, mais l'objectif, c'est sur les 10 sites de travailler précisément avec les viticulteurs concernés par ces lisières-là, pour trouver les réponses adaptées avec eux. Merci. Nous avons 2 questions que j'ai envie de fusionner, plus ou moins, et qui s'adressent au syndicat AOP Pommes du Limousin. On nous demande qui a en charge et qui finance la maintenance des manches à air. Et dans le même esprit, on nous indique que les témoignages sont particulièrement riches, innovants, très intéressants. Mais la question qui se pose, c'est sur le long terme. Comment est envisagé le financement de ces actions sur le long terme? Alors, donc pour ce qui est, donc je vais répondre en Fabrice, je vais répondre aussi, mais donc pour ce qui est du financement donc de la maintenance des manches à air, donc effectivement là il est prévu de mettre en place donc ces manches à air avec un conventionnement avec les collectivités locales. Sachant que donc il est prévu, mais bon, ce n'est pas toujours évident, mais de mettre en place ces manches à air sur le domaine public dans la mesure du possible. Parfois, ce sera sur le domaine privé, mais on fera effectivement les 3 précédentes manches à air que j'évoquais, donc qui ont été implantées à titre expérimental. La maintenance est effectuée par les collectivités, c'est-à-dire qu'on demande à ce qu'avant l'hiver, elles descendent la Manche, de manière à la préserver un petit peu pendant la période un petit peu plus rude, surtout dans le Limousin, et pour la remettre juste avant le démarrage des interventions, donc au printemps suivant. Voilà, donc normalement, enfin, c'est ce qu'on a prévu de faire également pour ces nouvelles manches à air implanter, d'avoir un conventionnement avec les collectivités qui seront en charge de la maintenance, enfin, de l'entretien de ces manches à air, également de l'implantation même. Bon, sachant que c'est assez facile à implanter. Pour la deuxième question, donc sur le long terme, l'application mobile, je pense que de toute façon, une fois qu'elle est mise en place, opérationnelle, après, c'est fait sans gros moyens derrière. Et je pense que les manches à air, enfin déjà là, avec 33 manches à air, on est que sur 100 communes, 100 communes de 2300 hectares. Donc déjà, on aura quand même des manches à air qui seront réparties sur l'ensemble de la zone. Donc bon, après, on verra s'il faut en changer certaines, parce qu'il y a toujours on va dire des dégradations naturelles. Hein, enfin, parfois, c'est vrai que là, on en a une notamment à changer. Donc voilà, il faut de temps en temps en refaire, mais normalement, dans le long terme, il ne devrait pas y avoir de gros investissements à prévoir. Très bien. Pour rebondir sur l'application mobile, justement, il y a plusieurs questions sur cette application. Alors, je relève juste 2. Une qui demande si il y a uniquement la date de traitement ou s'il y a les produits qui sont utilisés, qui sont mentionnés. Vous avez peut-être dû l'évoquer, mais… et puis, une deuxième question, alors quelqu'un qui apparemment doit connaître un peu la situation, puisque la question est formulée comme ça, c'est comment expliquer que seul 1/3 des producteurs ayant autorisé la transmission d'informations utilisent réellement l'application. 1/3, c'est déjà pas mal, mais voilà. Oui, je peux prendre la relève d'Agnès, dire 1/3, effectivement, c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je trouve qu'1/3, effectivement, c'est pas forcément suffisant. L'idéal pour que ça rende, que les objectifs soient atteints, c'est que 100% des arboriculteurs utilisent cette application. Cette première année était une année test, déjà pour s'assurer que l'application fonctionnait bien. On sait qu'il y a eu des essais dans d'autres régions où ça a été, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Chez nous, on sait aujourd'hui que techniquement, PhytoAlert répond à toutes nos attentes, y compris, je rejoins votre première question, y compris à celle qui permettra demain de préciser quel produit est utilisé. Donc voilà, cette année, c'était une année test. Le fait qu'il y ait 1/3 des arboriculteurs qui aient joué le jeu, il y avait un peu de crainte de leur part. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont rassurés et j'ose espérer, je prends le pari que l'année prochaine, dès lors qu'il y aura un peu de communication qui sera faite autour de ça, un encouragement de la part de la filière AOP Pommes du Limousin à avoir recours à cette application, il n'y a aucune raison
Très honnêtement, aucune raison que ça ne se développe pas davantage. La preuve en est, c'est que d'autres filières nous ont sollicité pour savoir comment on avait mis en place cet outil, etc. Et j'ai confiance dans les arboriculteurs. C'est aussi une question d'image, de jouer la transparence. C'est aussi une question d'image de l'arboriculture moderne aujourd'hui, de dire oui, on a recours aux produits phytosanitaires uniquement quand c'est une obligation, quand il n'y a pas d'autre solution. Et encore, lorsqu'on fait ces traitements, très souvent, il s'agit de produits bio. Donc aujourd'hui, cette application est là pour valoriser aussi le travail des arboriculteurs et peut-être aussi redorer cette image vis-à-vis du grand public et notamment vis-à-vis des riverains. Voilà, c'est l'objectif, c'est le souhait qui est fait et on est très honnêtement sur la bonne voie en ce qui nous concerne. Bravo. Merci. Je vais prendre une autre question. Enfin, il y a deux questions qui sont un peu sur la même thématique. La thématique de l'implication, de la contribution des associations. Première question qui s'adresse à Madame Labec. Madame Labec, peut-elle nous préciser quelles associations sont dans le circuit du comité de suivi ou de pilotage? Et une autre, j'imagine, qui pourrait s'adresser à Karine Tagliamonte, qui est comment les associations qui souhaitent contribuer aux chartes riverains sont sélectionnées par les chambres d'agriculture. Madame Labec, est-ce que vous pouvez répondre à la première question, s'il vous plaît? Alors en fait, comme je vous disais que ces ateliers de projet sont vraiment très localisés sur des situations très, voilà, très précises, nous fixons les modalités d'association des représentants associatifs avec le maire et les élus concernés. Puisqu'en fait, voilà, c'est un travail vraiment au cas par cas et c'est du sur-mesure. Donc, c'est un peu en fonction de l'implication de telle ou telle association sur tel ou tel site. Voilà. Donc, il n'y a pas une réponse générale, c'est vraiment une formation adaptée à chaque situation. Merci. Alors, par rapport à la deuxième question, donc, qui est effectivement plus générale et qui se réfère là aux chartes et au comité de suivi. Alors, comme l'avait souligné Mathilde, effectivement, il n'y a pas dans tous les départements des associations qui représentent les riverains et les consommateurs, on va dire, de manière large, qui sont organisés dans tous les départements. Donc, ça a pu poser effectivement des difficultés dans certains départements pour bien concerter les riverains. Et après, alors, là, du coup, sur les 12 départements, il n'y a pas de réponse type par rapport à la question qui parlait de sélection. Effectivement, dans le cadre des comités d'organisation qui ont construit les chartes, certaines ont eu une vingtaine de projets différents avant d'aboutir à une version finale. Alors maintenant, on parle plutôt des comités de suivi. Là, par rapport aux groupes de travail dédiés sur différentes thématiques et différents territoires, également par rapport aux filières, effectivement, il y a des associations qui pourront contribuer, qui contribuent déjà à ces travaux. Mais là, on va dire qu'il n'y a pas de processus de sélection type par département, mais c'est plutôt par rapport effectivement aux thématiques, aux filières et aux territoires concernés que les associations pourront contribuer à ces travaux et suivre l'évolution de ces chartes. Merci pour vos réponses. Nous allons clôturer là ce dernier temps d'échange. Et avant de passer à la conclusion, excusez-moi, je voulais vous remercier pour vos interventions avant de passer à la conclusion. Je voulais vous proposer donc aux participants de pouvoir utiliser le système des questions pour nous donner votre avis sur le webinaire. On est encore ensemble pendant presque un quart d'heure. Donc, si vous avez un avis à nous donner, maintenant que le webinaire touche à sa fin, on les prendra avec plaisir. Dites-nous ce qui vous a surpris, ce que vous retenez d'essentiel. Est-ce qu'il y a des actions ou des démarches que vous comptez entreprendre à la vue des exemples qui vous ont été présentés? Enfin voilà, c'est des idées de questions, d'avis que vous pouvez nous donner. Donc j'invite maintenant pour… Oui, pardon, Jean-Luc? Les suggestions d'amélioration aussi sont les bienvenues. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais maintenant inviter Delphine Maurice de l'Adréal et Sébastien Léonard, qui est le consultant d'Atmo Nouvelle-Aquitaine, à monter sur la scène pour la conclusion de cette partie sur le PRSE.
Je vous donne la main. Alors, j'essaie de faire passer voilà, la diapositive. Alors, on va vous présenter donc pour conclure cette matinée la deuxième partie donc consacrée plus au PRSE. On va vous présenter le programme de travail qui va commencer dès demain, on va dire, et jusqu'à la fin de l'année 2021 de l'action 2 du PRSE. Donc, je vais déjà laisser la parole à Sébastien Léonard, donc le consultant donc, qui appuie Atmo Nouvelle-Aquitaine et qui va pouvoir vous parler des travaux qui n'ont pas fait l'objet de présentation là jusqu'à présent et qui va vous en dire plus. Oui, bonjour à tous. Alors moi qui étais présent il y a quelques années déjà quand on a commencé à construire cette fiche action, je suis ravi des présentations qui ont pu être faites jusqu'ici. Ça traduit en tout cas la concrétisation de cette fiche qui est peut-être un petit peu hors sol quand on le regarde au niveau régional, à l'échelon de la Nouvelle-Aquitaine. Elle a été en plus créée à une époque où on fusionnait les 3 régions. C'était des nouvelles habitudes de travail. C'est pas évident de travailler sur une action du PRSE à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et ça fait plaisir, voilà, en tout cas de voir la traduction opérationnelle qui se concrétise. Alors, sur cette action du coup du groupe de travail, on l'a présenté tout à l'heure, un travail sur le recensement des initiatives locales. Donc, c'est quelque chose qui est permanent sur la durée du PRSE. Donc, c'est quelque chose où on a déjà avancé, qui n'a pas fait l'objet de communication en tant que tel, si ce n'est ponctuellement, on transmet un ensemble d'informations aux porteurs de projets qui s'intéressent à ces sujets-là. Je peux encore le faire aujourd'hui. Je sais qu'on a beaucoup échangé, par exemple, avec Mathilde également, qui est intervenue tout à l'heure. Donc, des initiatives locales, on s'est posé la question, c'est quoi une initiative locale? C'était une vraie question. Et pour rien oublier, pour essayer de regarder ça avec le prisme le plus large, on s'est dit qu'on a balayé tous les acteurs en se disant comment chaque acteur finalement intervient sur cette thématique des produits phyto et du voisinage au sens large. Et du coup, alors je vais juste vous les lister, mais puis donner quelques petits exemples de choses de questionnements qu'on a pu avoir et de choses qu'on a pu identifier. Donc, on s'est intéressé à comment les acteurs économiques du secteur agricole, agriculteurs, mais aussi coopératives, négoces agricoles, en tout cas qui interviennent au plus près du terrain, pouvaient agir sur le sujet, comment les établissements de recherche et développement également intervenaient, sachant qu'on a quand même des laboratoires de recherche en Nouvelle-Aquitaine qui ont beaucoup travaillé ces questions-là. On a les services de l'État et les établissements publics. Nous avons les collectivités locales, soit en tant que porteuses de politique publique, mais également en tant que propriétaires, par exemple, d'un collège ou d'un lycée, qui peuvent être confrontés, qui ont été confrontés à des crispations sur ce thème-là. On va regarder également comment les ONG, les lanceurs d'alerte, j'ai inclus les médias dedans peut-être, médiatisent ces sujets-là, comment ils interviennent en tout cas sur ces sujets. On a regardé comment les firmes également, productrices des produits phyto, se saisissaient de ces sujets. Et puis bien sûr les résidents, les personnes présentes elles-mêmes, puisque c'est quand même, elles aussi peuvent avoir une stratégie tout simplement à fermer ses fenêtres, à ventiler sa maison ou des choses comme ça. Donc ça nous a aussi amené à regarder finalement quels étaient les repères en termes de recommandations, quelles étaient les recommandations sanitaires qui étaient à leur disposition sur ce thème-là, sur les bons gestes à adopter par rapport à ça. Alors ça, c'est les acteurs. On a couplé ça avec des modalités d'action, d'initiative qui traitaient à la fois de l'évaluation du risque. Alors si je recoupe avec ce qu'on a pu avoir en région, je peux prendre l'exemple des projets portés par l'Université de Bordeaux avec le programme de recherche Phytorive qui a travaillé ces questions. On s'est intéressé à comment on gérait les événements sanitaires. Donc là, on a entre autres le dispositif relativement connu, je pense, parmi vous, du dispositif Phytosignal. Mais on a également comment le maire, en effet, qui est en première ligne, souvent peut gérer ça. Est-ce que les maires finalement connaissent le dispositif Phytosignal ou pas, de manière en tout cas homogène dans le territoire néo-aquitain?
On s'est intéressé à regarder comment on communiquait, comment on informait les habitants sur les risques, sachant que c'est les ONG finalement et les médias qui occupent beaucoup l'espace, beaucoup moins le secteur agricole il le sait et l'admet fréquemment. On a du mal à communiquer sur ces sujets-là, c'est un des sujets difficiles. Et entre autres, on avait, ce qui n'a pas été présenté aujourd'hui, toute une démarche donc cette fois-ci portée par la communauté de communes de l'Estuaire en Gironde. On a eu, il y a un an, un observatoire local santé-environnement, qui était un dispositif de concertation piloté entre autres avec l'Agence régionale de santé, qui permettait de mettre les parties prenantes autour de la table de manière organisée avec des contributions scientifiques qui permettaient une médiation. Et donc, depuis, la communauté de communes de l'Estuaire porte un programme, entre autres dans le cadre de cet appel à projet lancé par l'Adréal l'année dernière. Donc, il y a des actions qui s'en suivent. On a également des modalités conduite de changement et on a des modalités sur les solutions techniques. Voilà, c'est vrai que c'est un univers technique, ça a été évoqué ce matin. On a des modalités autour de l'urbanisme, et je vais y revenir, et des modalités autour de la concertation. Donc sur les initiatives, ça permettait aussi de repérer finalement qu'on avait des items en couplant tout ça, où on n'avait pas forcément beaucoup d'actions. Et je pense par exemple sur le sujet, quand on est gestionnaire d'un établissement ou constructeur maître d'ouvrage d'un établissement scolaire, collège, lycée, comment on conçoit les bâtiments pour prendre en compte ce risque-là. Bon, on n'a pas forcément d'éléments de réponse sur ces sujets-là, qui sont très bien documentés par les établissements de recherche qui travaillent sur la partie bâtiment. Donc ça, c'est un document qui est en cours, qui existe avec une centaine de références à l'intérieur. Il y a aussi des références un peu boîte à outils, c'est pas que des initiatives, mais qui peuvent être mises à disposition dès à présent. Il suffit de me contacter si vous voulez des infos sur des sujets particuliers. À la marge, donc j'anime un groupe de travail là, qui se réunit demain, en l'occurrence, pour la première fois sur les dispositifs de notification des traitements. On voit que ça pose question. Est-ce que le numérique est une aide? Est-ce que ces dispositifs fonctionnent? Il y a plusieurs petites startups qui se sont saisies de la question. On est plusieurs structures utilisatrices qui testent ces outils-là. On a l'application qui vient d'être présentée. Donc demain matin, on échangera voilà, sur l'intérêt de ces outils, comment demain ils peuvent se déployer plus largement et peut-être pas rester des phénomènes locaux, comment on peut imaginer l'interopérabilité, est-ce que se poser la question de demain, est-ce que les éditeurs de logiciels du monde agricole qui sont quand même très bien installés peuvent se saisir ou pas de cette question et de l'intérêt des notifications de traitement. Donc c'est un groupe d'échange qui a vocation à continuer à avancer pour regarder si on a des choses à faire ensemble, à construire à l'échelle régionale sur le sujet. On a également un retour d'expérience que je suis en train de travailler avec plus un regard sur urbanistique. Et ça, c'est une action qui est menée en lien avec une autre action du plan régional santé-environnement qui concerne la prise en compte de la santé-environnement dans les PLU. Et je travaille entre autres sur le territoire du Limousin, où depuis très longtemps cette thématique est prégnante avec les premières chartes qui avaient émergé en 2011. Et on s'aperçoit que dans leurs documents d'urbanisme, y compris des cartes communales, hein, le document le plus simple, on avait déjà dès 2004 des territoires où on avait des notions d'interdiction, enfin où on s'interdisait d'implanter des habitations à moins de 50 mètres des vergers. Donc ça apparaît très tôt. Et l'intérêt, c'est de regarder finalement dans un territoire qui est déjà très structuré sur la démarche, comment au niveau urbanisme, on s'est saisi de cette question-là et on a pas mal de PLU aujourd'hui qui prennent en compte cette dimension. Donc l'idée, c'est de le valoriser, sachant que c'est assez peu présent sur d'autres territoires de Nouvelle-Aquitaine, pour avoir fouillé un peu des PLU en Charente, entre autres, même en Gironde. Et c'est certainement un outil aussi, en tout cas pour les collectivités locales au niveau vraiment des territoires, de se saisir de cette question-là pour essayer de réglementer, en tout cas organiser des choses, y compris de la concertation, comme peut le faire le CISDO. Et puis enfin, donc à venir en 2021, un appel à projet, un nouvel appel à projet. Voilà, donc là je vais donner la parole à Delphine qui va le présenter. Moi, juste peut-être préciser que du coup, vraiment je reste à votre disposition. C'est un peu ma fonction dans le PRSE et dans cette action,
pour accompagner les porteurs de projets, tous les gens qui se posent des questions, même si les projets sont pas très structurés, je peux vous aider à réfléchir à minima à ces questions en vous faisant partager ce que moi j'ai pu capitaliser. Voilà, je vous remercie. Alors, quelques mots donc rapidement, parce que je crois qu'on a pris un petit peu de retard effectivement sur le deuxième appel à projet. Donc, alors au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment quelques informations parce qu'on n'a pas encore travaillé sur le règlement de l'appel à projet. Hein. Ça fait partie de notre liste de tâches pour ce début d'année prochaine. Donc, en tout cas, il sera lancé comme en 2019 donc par l'Atréal au cours du premier semestre. Hein, je reste large sur la fourchette du calendrier. Toutes les informations sur cet appel à projet seront disponibles sur le site dédié au PRSE, hein, puisqu'il existe un site PRSE et je vous invite, pour ceux qui ne le connaissent pas, à le consulter ou reconsulter, puisqu'il a fait l'objet de modifications pour améliorer en fait son utilisation et pour être plus riche en articles pendant la période de confinement en fait. Voilà, au niveau de l'enveloppe totale, donc on espère obtenir la même enveloppe qu'on avait obtenue en 2019, c'est-à-dire autour de 150 000 €. Donc vraiment, là, c'est une enveloppe prévisionnelle, c'est un vœu pieux. Hein, voilà. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quel sera le montant total puisque les demandes de crédit ont été faites voilà, il y a peu de temps et donc on aura connaissance des crédits accordés pour cet appel à projet et pour toutes les actions du PRSE en début d'année prochaine. Alors, qui peut déposer un dossier ? Là, on va rester sur les mêmes modalités, je pense, que le règlement de 2019. C'est-à-dire que c'est plutôt un appel à projet, alors un appel à projet qui exclura vraiment les entreprises agricoles ou les groupements d'agriculteurs. Voilà, parce que dans le PRSE, c'est vrai qu'on a fait ce choix de ne pas financer ce type de structures ou d'entreprises, puisqu'elles font déjà l'objet d'aide via d'autres appels à projets, notamment Ecofito, des appels à projets de la région. Par contre, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir des candidats qui déposent des dossiers au nom de groupements multi-acteurs avec différentes parties prenantes. Et puis, on souhaite effectivement que ce soit plutôt des acteurs tels que des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des représentants de professionnels, des organisations de producteurs, des syndicats, des comités interprofessionnels hein, qui n'ont pas forcément candidaté en 2019 ou des lycées agricoles. Au niveau du contenu, alors sur le règlement, il sera certainement différent de celui de 2019. Alors pourquoi? Alors tout d'abord, on l'a déjà dit, mais je le redis, j'aime bien le redire. C'est vrai que le PRSE n'a pas vocation à couvrir, à permettre le financement d'actions qui sont prévues dans le cadre réglementaire. Donc ça, c'est une règle qui prévaut. Entre juillet 2019, quand on a lancé l'appel à projet, et aujourd'hui, donc il y a un certain nombre de textes donc, qui sont parus en décembre 2019, donc qui ont donné un certain nombre de contraintes. Donc, on va certainement revoir le règlement pour pouvoir permettre le financement d'initiatives, mais sans financer en fait ce qui est prévu dans le cadre réglementaire. Donc, je pense qu'on va plutôt favoriser certainement les propositions d'actions qui visent à évaluer des programmes. Alors, des programmes, ça peut être des programmes, la prise en compte en fait de l'exposition de la population aux pesticides dans des programmes de formation, dans des référentiels, dans des certifications qualité, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent avoir choisi un système EMAS ou une certification ISO 14001, qui peuvent avoir une responsabilité sociétale d'entreprise, qui peuvent avoir une certification HVE, haute valeur environnementale. Voilà, donc l'objectif, ce serait quand même de savoir comment c'est pris en compte dans ces programmes, dans ces démarches, dans ces certifications, et quelles solutions, en fait, pour mieux les prendre en compte. Voilà, un petit peu les idées un petit peu en vrac que je vous livre. Quoi qu'il en soit, cet appel à projet, comme en 2019, sera complémentaire avec les autres appels à projet sur ce champ-là, c'est-à-dire ceux menés dans le cadre d'Ecofito ou ceux menés par la région. Voilà. Merci Delphine, merci Sébastien pour votre conclusion. Je vais maintenant peut-être appeler Jean-Luc sur la scène pour que nous puissions, avant de vous dire au revoir, bon retour chez vous, que nous puissions faire une conclusion. Je voulais d'abord remercier tous les intervenants qui ont joué le jeu de participer à ce webinaire. On a été exigeant avec eux pour pouvoir respecter le timing et je vois que ça a porté ses fruits. Donc vraiment, merci beaucoup.
Je voulais aussi remercier les organisateurs du webinaire, Philippe, Jean-Luc, Karine de la Chambre régionale d'agriculture, Damien de la Chambre départementale d'agriculture de la Charente, Delphine de l'Adréal, et puis aussi ma collègue Florie qui a participé à l'organisation de ce webinaire. Je voulais aussi remercier les participants. On a été, alors en fonction des moments, mais autour de 60 ou 70 participants. Donc, on est vraiment content parce qu'avec la crise sanitaire, on avait cette difficulté de savoir comment vous réunir et on est vraiment content que vous ayez pu répondre présent. Alors, c'est un peu trop tôt pour faire un bilan de ce webinaire à chaud. On va tenir compte des remarques, des suggestions que vous nous avez faites à travers le module questions. Ce que je vois déjà, c'est que ce webinaire, ces 3h30 d'échange ont permis de rendre explicite un certain nombre d'avancées dans les connaissances sur l'exposition aux pesticides, sur les manières de réduire cette exposition pour protéger les riverains des parcelles, protéger également les utilisateurs. Donc, bon, j'ai bon espoir et que je voudrais finir sur une note optimiste comme l'a fait Sébastien Léonard. Bon espoir que si on se retrouve dans 1 an ou dans 1 an et demi, on aura encore de nouvelles initiatives qui auront été prises pour toujours avancer davantage sur ce sujet. Donc, pour terminer, je voulais vous rappeler qu'à la suite de ce webinaire, on va vous transmettre par mail la vidéo, le replay du webinaire. On va vous transmettre toutes les présentations sur lesquelles vous trouverez les coordonnées, notamment des intervenants. Et on va aussi y ajouter un certain nombre de documents. Un document qui présente les chartes riverains, des posters qui présentent les 2 projets lauréats de l'appel à projet de l'Adréal qui vous ont été présentés. Concernant les livrables du projet de recherche repère, vous ne les aurez pas tout de suite, ils seront mis en ligne sur le site web de la Chambre régionale d'agriculture Grand Est au 1er trimestre de l'année prochaine. Vous pourrez aussi partager tous les contenus avec votre réseau, puisqu'on va aussi les mettre en ligne sur le site web des organisateurs, notamment sur le site web du PRSE. Donc vraiment, au nom des organisateurs, au nom des intervenants, je voulais vous remercier pour ces échanges et j'espère qu'on va continuer à poursuivre ce travail qui est ambitieux pour réduire l'exposition aux pesticides. Jean-Luc, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Tu as tout dit, mais je voudrais remercier aussi tout le monde et dire qu'on espère pouvoir continuer sur ces voies de webinaire parce que malgré tout, en peu de temps, on arrive à pas mal échanger, mais qu'on arrive aussi à coupler ces rencontres virtuelles à des rencontres vraiment sur le terrain qui favorisent quand même des échanges beaucoup plus directs entre tout le monde, quoi. Voilà. Mais on a une expérience qui mérite d'être renouvelée. Je crois que toutes vos remarques nous y encouragent fortement. Voilà. Au revoir à tout le monde. Oui, au revoir et puis bonne fin de journée. Au revoir et à bientôt.